Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Bonjour Pauline pour cette introduction. Nous sommes dans ce cycle Ça va faire molle que nous avons programmé depuis quelques mois et Sébastien nous a fait le plaisir de venir de Berlin pour nous parler un peu de l'architecture postmoderne dans le film de Brian De Palma et pas que ça, Body Double. Vous allez constater que Sébastien ne parle pas un mot en français, donc il va vous parler en anglais. Et moi, je parle comme ça, donc voilà, vous allez avoir une expérience un peu expérimentale. Sébastien va vous présenter un peu une partie de ces conférences. Et moi, je veux traduire, je veux aussi commenter, je veux contribuer parce que nous avons préparé ça ensemble. Voilà, pour commencer, thank you, Sebastian, for being here. Thank you for the very nice introduction. I hope it was nice. I was not able to understand anything, and thank you for coming. Avant de commencer, je voulais juste voir s'il y a des gens ici qui n'ont pas vu le film de Palma, Body Double. Est-ce que ça vaut la peine qu'on vous fasse un petit... Ah, ok, pas mal de gens. Donc, c'est important de savoir un peu les récits très, très basiques du film. Il s'agit de Scully, c'est un acteur amateur à Los Angeles qui a un peu du mal à trouver du travail et il rencontre Sam qui lui propose à un moment donné de rester dans une maison, dans un appartement particulier, vous allez voir pourquoi, juste pour arroser les plantes de quelqu'un qui est très riche. Et il se trouve que cet appartement, juste en face à une autre maison où il y a une femme qui fait une danse sensuelle tous les soirs. Et Scully commence donc à l'épier, il commence à regarder cette danse tous les soirs pour se rendre compte qu'il y a un Indien qui est en train de menacer cette femme, qui veut la tuer. Donc Scully commence à s'obséder avec elle, il commence à la surveiller, à la suivre en fait partout dans la ville. Et à un moment donné, il se rend compte que peut-être la femme qui est en train de sauver n'est pas celle qu'il pensait. Il y a une autre femme qui est déguisée comme elle. Donc, il a une mise en scène d'un meurtre qui était organisé par son mari. Il se rend compte que, du coup, Sam, qui l'avait invité dans tout ça, c'est le mari de cette femme et qui a mis tout ça en scène pour tuer sa femme. Bon, ça, c'est un peu important pour pouvoir suivre un peu notre cours de cinéma. Et particulièrement, nous allons parler d'une scène où Scully, du coup, suit Gloria, cette femme, dans un centre commercial. Il n'y a pas que ça, mais bon, voilà, je vous fais un peu la base. Donc, Sébastien, I think you can start, and then I will translate, and then we'll go on. And on and on. And on. So when Brian De Palma started his career in the late 60s, it was of course a very political time. The Vietnam War was going on, there was racism, and his early movies like Greetings or Hi Mom reflect on these political situation. And basically they're of a very agitative nature. So if you watch them, they jump out to you. They're very realistic, satirizing and commenting on real things that were going on at the time. But then in 1972, this direction basically came to an end. And De Palma was starting to make horror movies, and at that time the movie Sister, which is basically influenced by Hitchcock, but also Polanski. And he commented on that transition from the aesthetic transition by saying that capitalism has basically found a way to integrate everything, every media that was pointed against itself into the mechanisms of capitalism. Alors, Brian De Palma, il a commencé sa carrière en tant que réalisateur de films politiques. Et ses premiers films, qui étaient Greetings et Hi Mom, abordent directement tous les conflits de leur époque, qui étaient le sujet du racisme et la guerre du Vietnam. Et si vous connaissez ces films, vous savez peut-être que ces films avaient quand même un impact sur la société. Ils avaient un élan agitateur qui semblait sortir de l'écran pour déclencher des actions directes et révolutionnaires dans le public. Mais un peu plus tard, il a un peu cessé ce type de films. Il a commencé de faire des films d'horreur comme Sisters, qu'il a fait en 1972. Et il a pris un peu de distance avec cette esthétique plus politique, parce qu'il a compris que le capitalisme avait trouvé un moyen de traiter tout média qui était dirigé contre lui. Je vais juste vous citer la citation que nous avons trouvée de Brian De Palma qui explique ça. Toute idée est un produit dans le capitalisme, et une fois qu'elle est un produit et qu'elle passe à la télé, une fois qu'elle vend des choses, alors elle n'a absolument aucun sort de sentiment émotionnel ou révolutionnaire. Ça devient juste un autre produit.
Right, so in the next movies he made after that, basically all of them reflect on their fictionality. They all comment on other movies, and thereby they basically tell you they're just another movie commenting in a universe of movies. And so the problem with these movies is to kind of understand what they are trying to tell us, because they deliberately take place in a different world, in a world that is different to us. And but there's one characteristic which all of De Palma's movies have in common, and that is basically their fragmented nature. In the beginnings, the movies were very told in an episodic way, and the later movies then all around evolve around set pieces, and the Body Double is a prime example of this. We watch the movie and we basically jump from set piece to set piece, from set piece to set piece, and there's no transition going on in between. And I think to politicize this later works of De Palma, or to find the political sensitivities of De Palma, you have to ignore the big narrative and read them from the bottom up. And that is what we are trying to do tonight. Donc ces derniers films de De Palma, comme il a dit Sébastien tout à l'heure, et j'ai oublié de traduire, sont un peu influencés, enfin beaucoup influencés par Hitchcock et aussi Polanski, et sont des films qui reflètent beaucoup sur le caractère fictif. Du coup, ils érisent un mur entre le spectateur et l'écran. Et souvent, le récit, on voit qu'ils sont beaucoup plus confus, et les références intertextuelles rendent très difficile de comprendre les messages que ces films veulent transmettre. Cependant, il existe une caractéristique commune dans tous les films de Palma, et ça, c'est leur nature fragmentée. Alors que dans ces premiers films, on voit qu'ils sont beaucoup plus épisodiques, les dernières sont décomposées en ce qu'on appelle en anglais les set pieces. On n'a pas pu trouver la traduction en français d'une set piece, mais ce sont des éléments de mise en scène qui sont très particuliers, donc toute une organisation de mise en scène soigneusement préparée qui s'appelle set piece. Et tous ces films sont du coup composés par set piece à set piece à set piece et qui explorent un ensemble d'idées visuelles. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que pour dégager la politique de Palma dans ces derniers films, il faut se détacher de leur récit et de leur interpréter d'une approche ascendante. Je ne sais pas si ça fait du sens. Si ça a du sens. Voilà. And in Body Double, these set pieces are basically always pieces of architecture. And it's basically also the most architectural film that De Palma made. They're always like, we have the Rodeo Drive collection, which we will focusing on, but then there's also the motel, which steps up, or the chemosphere. And these buildings are not there in the movie for their iconic nature or for how good they look or for their architectural meaning, but their floor plan and the way the buildings are laid out basically determine how the characters are moving towards one another. And so they basically shape or they develop the plot that we are visiting here or watching here. And what can be beneficial of looking, or what can we take out of these movies, is how architecture basically shapes our everyday life, and how the aesthetical evolutions that are taking place in architecture change our everyday life. Alors dans Body Double particulièrement, on voit que les décors sont disposés autour des bâtiments très célèbres à Los Angeles. Vous allez voir Rodeo Collection, où la scène qu'on va commenter se déroule. Il y a l'hôtel, Wilshire aussi, il y a the Chemosphere. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais je veux le garder comme ça avec l'accent anglais. Donc, ces bâtiments sont très connus pour leur pertinence architecturale, tandis que d'autres brillent juste par leur taille, en fait. Et l'importance de ces films, l'importance de ces structures pour le film ne réside pas que dans leur aspect iconique. Au contraire, leur disposition, comme elle est interne, développe l'histoire. Du coup, elle affecte la manière dont les interactions se passent entre les personnages, en fait. Et Body Double donne un aperçu, dans cette manière, de la manière que l'architecture, finalement, détermine notre vie quotidienne. Je pense que ça va être un peu plus clair dès que vous voyez l'extrait. Mais là, nous allons vous présenter le Chemosphere, du coup. Voilà, Sébastien va vous montrer un peu ces bâtiments. C'est un vrai bâtiment. Donc ça, c'est l'appartement où Scully est invité à rester pour arroser les plantes de ce monsieur riche, qui finalement c'est Sam, du coup, son ami. La Chemosphere a été conçue par John Lautner en 1960.
Et tout comme les maisons d'études de camps construites par des architectes progressistes comme les IM à l'époque, elle explore des solutions architecturales aux défis urbains de Los Angeles. La chémosphère a montré comment c'était possible aussi de construire une maison sur les pentes abruptes des collines de Hollywood. Parce que là, comme vous allez voir aussi dans le film, cette tour, cet appartement est vraiment construit comme ça sur la colline. Et dans Body Double, la ressemblance des chémosphères avec un tour de guet devient le point d'observation qui donne du coup le début pour le récit, le coup d'envoi de l'histoire. Cependant, la pièce architecturale centrale du film sera le Rodeo Collection, c'est le centre commercial. Et ce centre commercial a été récemment achevé sur Rodeo Drive. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rodeo Drive, c'est un boulevard, enfin c'est une rue que nous allons vous montrer là sur Google Earth. Ça s'appelle Rodeo Drive parce que là-bas, enfin, au début du XXe siècle, il n'y avait quasiment rien. C'était un ranch, c'était un rodeo de las Aguas. Comment ça s'appelait, rancho de las Aguas? En tout cas, le nom vient de là-bas. Et ça, c'est la rue, Rodeo Drive. Est-ce que nous allons... Are we going to show also the Rodeo Collection? Oh. Donc, la scène se déroule dans le meuble bien vu de Los Angeles, Rodeo Collection, que vous allez voir maintenant. Sébastien. Rodeo Collection a été inauguré juste une année avant que le film ait été tourné, donc en 1982. Et à l'époque, c'était un des espaces les plus chers à louer de Los Angeles. Et ce qu'il me disait Sébastien, je pense qu'il a raison, ce qui est particulier dans le film de De Palma, c'est qu'alors que Hitchcock élevait les sujets de ses films au rang de l'art, De Palma entraîne les lieux de luxe dans la sphère obscène des films de série B. Right, and so... Are we in Radio Connection? Wait, okay. So basically the mall that we are going to look at in this presentation is very different from the malls that we usually see or that we usually associate with the United States. These malls are usually situated outside of the cities. They're vast, faceless structures surrounded by parking lots and represent suburban life. But here, we are located in the middle of Beverly Hills, so in the middle of the city, in the middle of the Golden Triangle, which is basically one of the most illustrious neighborhoods in the United States. So we are in a completely different place. And unlike the traditional malls located in the suburbs, this mall that we're going to look at was not supposed to mark the downfall of the American inner cities, but catalyze its resurrection. Donc, dans une manière, Rodeo Collection est un peu l'antithèse du portrait traditionnel des centres commerciaux, comme on le voit aussi dans les films de ce cycle, Ça va faire molle, parce qu'il ne s'agit pas d'une structure complètement vaste, sans visage caractéristique de la banlieue, mais c'est plutôt un atrium ouvert au milieu du triangle d'or de Beverly Hills, qui vous a montré Sébastien. C'est un des quartiers commerciaux un peu les plus illustres des États-Unis. Et contrairement à son prédécesseur de la banlieue, Rodeo Collection n'était pas censé marquer la chute de la centre-ville, mais il était censé catalyser sa résurrection. Dans ce quartier-là, il a beaucoup d'artefacts culturels, tels qu'on le voit dans Pretty Woman. Donc une jolie femme, vous pouvez voir la photo qui se passe dans le même quartier en 1990. Et puis Clueless, c'est un film d'Amy Heckerling que nous allons aussi passer dans le cadre de notre film. C'est un film tourné en 1995. Et puis aussi, il y a des chansons comme Down Rodeo 1996 de Rage Against the Machine. Yeah, I'm rolling down rodeo with a shotgun. These people ain't seen a brown-skinned man since their grandparents bought one. Exactement. Donc ça a fait Rodeo Drive le symbole principal de la culture de consommation du capitalisme tardif. Mais cependant, ce développement relativement récent éclipse ses débuts quelque peu banals en tant que rue commerçante haut de gamme pour les riches habitants de Beverly Hills. Donc, ce que vous allez voir, ce qui ressort clairement du plan de ces rues, qui est complètement typique d'une grille des rues américaines établie en 1900 sur des anciennes terres agricoles, comme on a dit tout à l'heure. Et en tant que telle, elle est définie par sa situation de double accès. Ça veut dire cette double accès, en fait, elle est rendue possible parce qu'on sépare les blocs. Cela signifie que chaque bâtiment dispose de deux entrées, comme il va vous montrer là, Sébastien. Il a la porte arrière
l'entrée principale, pardon, donc il y a l'entrée principale qui est réservée à des usages élevés, il y a les vitrines qui attirent les clientes, et la porte arrière qui sert à des usages plus prolétaires, tels que les dépôts de cargaison et le ramassage des ordures. Et ça, c'est important, si vous pouvez vous rappeler, quand on va regarder l'extrait de Vertigo, des sueurs froides de Hitchcock, c'est important de vous rappeler de ces détails, de la porte, de l'entrée principale et la porte derrière. Donc, dans la mesure où toutes ces entrées indiquent une frontière entre le privé et le public, l'architecture reflète et soutient les hiérarchies et la symétrie de la société. Donc, la question de savoir qui est autorisé à entrer par quelle porte ne définit pas juste le statut d'un bâtiment, mais ça signifie aussi le rôle, la classe, les moyens et les opportunités de l'individu qui l'utilise. Right, and this development of the American city basically ended in the 1970s, with a phenomenon known as the urban flight. So basically, since the late 40s, a lot of middle class and upper class Americans were leaving the city, taking their tax money, moving to the suburbs. And the cities, especially big cities like Manhattan or New York or Detroit, were not able to finance the city with the money they had left. So basically, the infrastructure eroded. They had no money to pay for the fire departments and for the police departments, so there was a lot of crime, fires, and so on. This, of course, was different in Beverly Hills because here we were in one of the richest neighborhoods of the United States, so money was not the problem, but we had, of course, two oil crises in the 70s, which caused a recession and which also threatened these places of high luxury. And also there were like the outer city malls were basically creeping into the city, so there was also a luxury mall built in Beverly Hills, which was basically threatening this neighborhood. However, to fight this, Beverly Hills or the region around Rodeo Drive became an early test case for something called the New Urbanism, which was basically trying to redevelop the inner cities with the help of private capital and the European architectures, basically also architecture that looked European. And in the case of Beverly Hills, this was aided by something that would happen later in the 70s, when the Persian Revolution basically made an end to the Persian kingdom, and a lot of refugees with a lot of money came to Beverly Hills and founded new stores. And the Rodeo collection, which we will be looking at, was also funded by one of these Persian families. Donc cette ère de Rodeo Drive a pris fin dans les années 70. À cette époque, il y avait la fuite urbaine, la fuite des Blancs. C'était des familles de classe moyenne supérieure qui avaient laissé le centre-ville américain complètement à l'abandon. Et en raison de l'érosion des assiettes fiscales, des villes comme New York ou Detroit n'étaient plus en mesure de soutenir les infrastructures publiques. Donc les services les pompiers, les postes de police, tout était fermé, ce qui a provoqué des incendies incontrôlables et ça fait monter un peu beaucoup le taux de criminalité. Bien sûr, ça c'était pas un problème à Beverly Hills parce que c'était une ville très riche, mais la récession déclenchée par les crises pétrolières et l'émergence de nouveaux centres commerciaux dans le centre-ville, qui ont commencé un peu à pousser comme des champignons partout, ils ont menacé le Rodeo Drive à part entière. Pour faire face à ces menaces, Rodeo Drive est devenu un peu un test précoce de la doctrine de ce qu'on appelle nouvel urbanisme, qui a revitalisé les centres-villes du monde entier grâce à l'argent des entreprises et des éléments de design qui étaient dérivés de la ville européenne. Donc on faisait un peu comme si on était dans une architecture de ville européenne. À Beverly Hills, ce développement il était beaucoup favorisé par l'arrivée dans la ville d'un nouveau flux de réfugiés qui venait de la Perse, qui était déstabilisée à l'époque, évidemment. Donc, un de ces expatriés, c'est lui qui a financé la construction de Rodeo Collection que vous allez voir tout à l'heure. But no, you described the architecture. Hmm? No, you described the architecture. OK.
Donc voilà, donc c'est moi qui parle. Plutôt. Donc on va un peu vous décrire le Rodeo Collection. C'est le premier bâtiment de Rodeo Drive qui rompt du coup avec les programmes sériels de la rue. Et au lieu de s'ouvrir sur la voie publique, vous allez voir, il organise ces 45 boutiques autour d'un atrium privé qui est fermé par une façade plate palladienne, que Sébastien aime appeler pseudo-palladienne parce qu'elle est assez moche. Et comme les codes de construction locaux interdisent d'avoir plus de 3 niveaux de surface, le premier étage du coup, de la cour est enfoncé dans le sol au-dessus d'un parking de 300 voitures, ce qui permet à Rodeo Collection de renforcer son indépendance vis-à-vis de son environnement. La cour elle-même développe une esthétique homogène en utilisant la brique rouge, le vert teinté, ainsi que le marbre clair et le travertin pour explorer la figure abstraite d'un arc, dont la taille est modulée pour développer les entrées, les vitrines, les ponts fermés, des cases d'ascenseur et tout autre élément décoratif. Right. And the Dutch architect Rem Koolhaas traced this kind of architecture, so basically that is centered around a central atrium, back to Atlanta. You see here the insides of the Atlanta Marriott Marquis by John Portman, built in 1985 from the movie Manhunter from Michael Mann. And basically John Portman was also trying to help or revitalize the inner cities, and he basically bought land in the city and then developed his own designs, his own architecture, his own his own skyscrapers, and then built the next one, and the next one, connected all of these towers with skywalks, and then basically sat in the middle of these enormous autonomic atriums. And yeah. Yeah. Okay. Donc l'architecte néerlandais Rem Koolhaas, il a fait remonter cette typologie architecturale qui se développe autour d'un atrium jusqu'à Atlanta, en Georgia, aux États-Unis. Et là, il a trouvé des premières manifestations dans les travaux de John Portman, qui était architecte et développeur. Et donc, de la même manière que les promoteurs de Rodeo Drive dans les années 70 et 80, Portman a tenté de faciliter la renaissance du centre-ville américain. Il a donc construit des grandes tours dans le centre d'Atlanta, dont l'élément déterminant, c'était un atrium. Donc, il a acheté des territoires et il a commencé à construire ces tours et les connecter avec des ponts de sortes de skywalks qui les connectaient. Et à propos de ces développements, Koolhaas écrit, et ça s'applique également à Rodeo Collection, donc le nouvel atrium est devenu une réplique aussi inclusive que le centre-ville lui-même, un ersatz de centre-ville. Les bâtiments du centre-ville ne sont plus complémentaires. Ils n'ont pas besoin les uns des autres. Ils deviennent hostiles. Ils se font concurrence. Le centre-ville se désintègre en des multiples centres-villes, un ensemble d'autonomies. Plus ces autonomies sont ambitieuses, plus elles sapent le véritable centre-ville, ses conditions désordonnées, ses complexités, ses densités et ses ethnies. And maybe if you came here, you were kind of reminded of this quote because you basically went down the stairs into this weird building. There's a lot of different, very unorganized forms of architecture. There's gymnasiums next to swimming pools, shopping centers, this cinematic area, and in a very similar situation, we basically have the idea, or get the idea, that at a certain point in the 1970s, the situation in the European cities was getting so out of hand that they basically gave up on the surface and tried to build a new city underneath it. And this is basically a similar phenomenon as it is described in here. And this diagnosis of the modern city does not just enlighten the architecture that we see, but it also enlightens the structure of the movie, which basically jumps from set piece to set piece, as we said, and there's no connection in between these. And this you will also see in the film that we will just show in the next seconds, how basically the space, the transitional space between set piece and set piece is omitted in a very weird montage situation. Donc voilà, Sébastien vous a montré aussi l'atrium dans le film de Michael Mann, ici, qui est représentant un peu de ces
dont on parlait de construction de John Portman à Atlanta. Mais ce sont des choses que peut-être vous avez vous-même constatées en venant ici, parce que vous avez traversé ces bâtiments bizarres, ces centres commerciaux, qui est un peu a beaucoup des types d'architecture différentes et beaucoup d'éléments à l'intérieur. Il a la piscine, il a le cinéma, il a les magasins, il a le restaurant, il a même des centres culturels. Et ça montre un peu la même situation. On dirait qu'à un moment donné, on a complètement abandonné la ville à l'extérieur parce qu'on était désespérés et on a commencé à construire une ville dans le trou, une nouvelle ville. Et ce diagnostic, du coup, correspond non seulement à Rodeo Collection sur le plan architectural, mais il éclaire également sa fonction cinématographique, comme vous allez voir tout à l'heure dans l'extrait que nous allons montrer. Dans Body Double, on voit rarement le personnage se déplacer, comme on a dit, entre les différents décors. D'un moment à l'autre, en fait, ils sont là, et puis ils sont là, ils sont déjà là. On ne le voit jamais vraiment se déplacer. Et le film attire l'attention sur ses poids par une petite erreur, nous on l'appelle ça erreur de montage, au début de l'extrait, où on a l'impression qu'il y a Scully qui conduit la voiture, on a l'impression qu'on voit son point de vue, mais en fait, on est dans deux endroits de Los Angeles complètement différents. Et ça se passe avec une coupe très bizarre. Donc, c'est comme si on s'était déplacé dans quelques secondes complètement à l'autre côté de la ville. Voilà. Et aussi, vous allez voir que les personnages vont entrer dans le Rodeo Collection, le centre commercial, par son garage souterrain, dont le contexte est complètement omis. Est-ce que nous sommes vraiment dans Rodeo Drive, Sébastien? That's the question. Donc, Noémie, nous allons passer l'extrait maintenant de Body Double dans le Rodeo Collection. C'est un extrait qui dure 10 minutes, donc comme ça, vous allez un peu respirer. Et nous aussi. Excuse me. Could you move, please? Please, I gotta go. Thank you. Thank you. Morning, ma'am. Thank you. I have to see you. What time did you call? I'm never home till after 7. Yes, he hit me again. I've got to talk to someone. Today. The Beach Terrace Motel. I'll wear something special. You'll see. Yeah. Okay. Bye.
Security, please. Yes, this is security. Would you please come over to Bellini's? I think we have a problem. Excuse me. May I help you? No, thank you. It's the green Mercedes. Wait here, please.
Can I have my car, please? Yes, sir. Thank you. Right away. As soon as possible. Thank you. Donc, comme dans tous les autres bâtiments de ces films, la relation de Rodeo Collection avec son environnement est complètement virtuelle. Et c'est pareil pour le récit, pour ce qui se passe dans la cour. Vous avez vu que Scully suit Gloria, qui selon lui, il pense qu'elle est traquée par l'Indien. Mais cette dernière, en fait, c'est Sam, c'est le mari blanc de Gloria, qui a mis en scène cette situation pour manipuler Scully afin qu'il tombe amoureux de sa femme. Et comme l'architecture elle-même, l'action qui se déroule à l'intérieur est une simple simulation. Rien n'est empilé dans le décor artificiel de Rodeo Collection. Ce n'est pas la ville réelle, mais c'est un double, c'est un city double. Voilà. Et donc nous allons un peu, nous allons revenir à cette scène tout à l'heure, mais on va faire une petite parenthèse pour vous parler de cet atrium. Kohlhaas, l'architecte, il a dit, en fait, l'évacuation du centre impliqué par l'atrium, le recouvrement ultérieur du trou, l'hébergement essentiellement cellulaire de son périmètre, les chambres d'hôtel, les vitrines ou dans l'autre cas des magasins, et des cabines, des cabines de bureaux et des magasins, en font un panopticon moderne. Le cube est vidé pour créer une transparence invasive, inclusive, révélatrice, dans laquelle chacun devient le gardien de tous les autres. L'équivalent architectural de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Donc, dans cette situation, Kohlhaas y fait allusion à une structure qui est tristement très célèbre. C'est une structure carcérale imaginée par le philosophe anglais Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe siècle, qui Sébastien vous montre, et qui s'efforçait d'appliquer l'ingénierie sociale pour améliorer le comportement de prisonnières. Pour cela, cette structure, elle a organisé les cellules en une rotonde autour d'une tour de guet centrale, une inspiration pour la chémosphère de Lautner, que vous avez vu tout à l'heure, l'appartement où Scully est censé arroser les plantes. Et donc la tour était dotée de petites fenêtres sur tous les côtés, ce qui permettait aux gardiens de surveiller tous les prisonniers à la fois, alors que les prisonnières ne savaient pas et ils ne pouvaient pas savoir en fait qu'ils étaient surveillés. Et cela les obligeait de se comporter au mieux. Et donc c'était une manière de les discipliner et à réguler leur comportement de manière complètement autonome qui allait le permettre après de réussir dans la vie en liberté. Donc, dans le panopticon, l'architecture elle-même manipule les sujets pour l'amener à modifier son comportement. Voilà. And of course, Michel Foucault went on to basically abstract the idea of this prison and apply it to the entire society, and basically say that the dialectic between watching and being watched is basically what constitutes the subject in the first time and in the first place, and that basically we see or internalize a certain set of rules that make up our culture, and then we basically apply them to ourselves and to others and regulate each other by this watching and being watched. So the idea of the then postmodern panopticon that just to exemplify that Kohlhaas was describing is basically the idea that the cells stay here, yeah, but in the middle the watchtower is falling away, and the prisoners are watching each other basically, and that is basically what we are seeing in the Rodeo collection, where we have this surrounding of shops and everyone is watching each other, and so this. This explanation is not just commenting on the architecture itself, but also on the scene and how the scene is developed, because as we have seen, it is mainly developed between point of view and reaction shots. So there's no talking going on during the scene, and everything is advanced by people looking in each other, trying not to be seen by others, and and then moving through the scene basically. Et donc, comme il a dit Sébastien, Michel Foucault, il a affirmé que cette dialectique du regard et de l'observation est à la base et à l'œuvre à la base de toute culture. Elle produit en premier lieu le sujet qui est constitué par un ensemble de règles intériorisées et qu'il applique à lui-même et puis aussi l'applique aux autres. Et dans la scène que nous avons vue dans la cour des Body Double, on voit que le panopticon postmoderne fonctionne,
la cour, en fait, fonctionne comme le panopticon postmoderne, dans le sens que Kohlhaas a expliqué dans cette citation. Non seulement il y ressemble sur le plan architectural, mais sa représentation cinématographique aussi est principalement avancée par des plans de points de vue et des réactions. Comme vous avez vu, les personnages ne parlent pas, et ils réagissent au regard l'un de l'autre. Et l'ensemble de la scène est développé sans parole, comme je dis, justement pour ça. L'Indien observe Gloria, Scully le suit tous les deux, puis il épie Gloria, puis il est repéré par la vendeuse. Et puis il découvre l'Indien et lui-même il est observé par l'agent de sécurité. Donc voilà, pour qualifier en fait davantage tous ces regards, il faut un peu remonter à leur origine. Vous pouvez peut-être imaginer pourquoi nous allons maintenant vous parler un peu de Hitchcock et de Vertigo pour faire un sueur froide, pour faire un peu une comparaison. Et De Palma, il a été beaucoup critiqué dans sa carrière de faire trop de références et de rendre hommage à Hitchcock, mais pour nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de voir des similarités des scènes et des mises en scène, mais plutôt des différences qui existent entre la manière dont les deux mettent en scène des choses qui, au premier regard, peut-être paraissent assez similaires. Donc, dans Vertigo, il y a une scène qui est étroitement liée à celle-ci. Donc, il y a l'ancien détective Scotty qui suit Judy, qui est déguisée en Madeleine. Donc, vous allez voir aussi dans le récit, c'est intéressant parce que dans Vertigo aussi, il y a une femme qui est censée être une femme, mais finalement, il y a une actrice qui est déguisée pour faire l'épouse de Gavin, qui est la risque connaissance de collège, et qu'elle va chez un fleuriste. Et là, c'est intéressant de voir qu'elle va chez le fleuriste elle va entrer par la porte arrière. Il faut se souvenir de ce qu'on disait tout à l'heure de Los Angeles, la manière dont du coup il avait cette entrée principale et porte arrière. Et au lieu d'entrer du coup par la boutique comme tout le monde, elle va de l'autre côté, on ne comprend pas pourquoi, elle conduit sa voiture dans cette ruelle et donc Scott il la suit, mais lui il reste dans la salle d'entretien. Donc il y a cette seuil entre l'intérieur et l'extérieur. De là, il va observer Judy, et ce qui suit, c'est une application précise des tropes utilisées pour signifier. Voilà. Ok, bon. Sébastien préfère qu'on le dise après qu'on a vu la scène, mais tu préfères qu'on la passe, ça va? Ok. Bon, vous allez voir, du coup, je vais arrêter ici, comme ça vous allez regarder la scène, et on va peut-être vous expliquer plus précisément après que vous l'avez vu, peut-être c'est mieux, c'est vrai. Donc, Noémie, on va passer à un autre extrait, là c'est l'extrait de Vertigo. Donc voilà, je vous ai déjà fait un peu la description de la scène.
Et vous avez vu que Judy, du coup, elle est entrée par la porte arrière sans une raison très, très, très évidente. Donc, ce qui se passe, comme on disait, c'est une application précise des tropes utilisés pour signifier que ces deux personnages se situent à des niveaux fictionnels différents. Et Scotty, comme nous, il est en train de regarder un film, en fait. C'est comme le public, comme vous, dans le cinéma. Il s'attarde dans une salle obscure et il regarde cet espace qui est éclairé, opulément éclairé, et décoré d'une manière qui est presque surréaliste. Et sa vue est limitée aussi par un cadre noir, semblable à celui d'un écran, comme vous voyez dans la photo des deux côtés. En fait, Hitchcock, il a vraiment créé l'écran pour nous ici. Et alors que Scott, il peut clairement voir Judy, elle peut pas le voir, en fait. Et pour parachever cette opération, elle est aussi engloutie, comme vous voyez, dans une brume verte qui est un peu onirique, et qui est aussi montrée à travers un miroir, qui est aussi un dispositif, un autre moyen de représentation, qu'on voit à gauche. It's very interesting to see how this scene is, how carefully this scene is constructed, because we see Judy entering the flower shop from the back door, but then we don't see her passing the maintenance room. So we have this illusion that the two characters are divided by this glass door or by this mirrored wall, and that basically they are divided both in terms of fictional layers, that one is a fiction and the other one is not, and also in layers of class, because she is inside and he is from the outside, reflecting on what we've said before about the alley. And so this, of course, foreshadows the plot, the later development of the movie, because then we learn that she's basically an actress hired to play Madeline. So we are here shown that this is just a play, this is not reality. And it's really, really interesting or brilliant how this scene, how the architectural layers and the layers of fiction are superimposed on one another. So we basically see they are both divided both by class and by fictional layers. Donc, bien que, comme vous avez vu, Judy entre par la porte arrière, nous ne la voyons pas du tout traverser la salle d'entretien, alors que Scotty, il reste dans cette salle. Et c'est important pour créer cette illusion que les deux personnages appartiennent dans des mondes différents en termes de fiction, dans le récit, mais aussi de statut social. Et cette mise en scène, évidemment, elle préfigure un peu la suite du film. Lorsque Scotty se rend compte que Judy, en fait, c'est pas Judy, c'est Madeleine, c'est une autre femme, une actrice engagée pour faire doublure dans une affaire de meurtre. Et ce que nous trouvons assez génial dans cette scène, c'est que toutes les couches architecturales et filmiques se superposent de manière parfaite, en fait, parce qu'ils reflètent à la fois le fossé fictionnel et social entre les personnages. Et du coup, dans Body Double, il y a une autre scène qui est encore plus, c'est une image encore plus directe de cette scène. Et c'est une scène d'un film qui s'appelle Body Talk, qui est tourné dans Body Double. Du coup, c'est un film pornographique dans lequel Scully participe. À un moment donné, quand il se rend compte que la femme qu'il a vue danser, sans seulement, c'était pas Gloria, mais c'était une actrice de porno qui a été engagée par Sam pour faire doublure donc de sa femme. Il est allé la rencontrer, et pour la rencontrer, il est devenu acteur porno. Et donc, cette scène-là, elle n'est pas utilisée, malgré ça, cette scène, elle n'est pas utilisée pour signifier la séparation des personnages, mais elle montre plutôt le moment où Scully brise les frontières entre ces couches fictionnelles et s'écrase un peu dans le fantasme qui est créé par Sam, pour lui par Sam, qui lui accorde un peu une brève évasion dans le réel, qui c'est, comme vous allez voir, c'est un orgasme, en fait, un vrai orgasme. Donc nous allons regarder maintenant cette scène de Body Talk du film pornographique qui est tourné dans Body Double. Donc Noémie, nous allons passer à un autre extrait.
makes you hot, doesn't it? Yeah. Makes me hot, too. Why don't you come over here and I'll show you how hot. Okay. Et donc, comme vous avez vu, lorsque la porte à miroir s'ouvre, elle montre à un moment donné un plateau de cinéma. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de remarquer et qu'on voit l'équipe de tournage, mais en fait, ce n'est pas l'équipe de tournage du plateau porno qui sera là dans le film plus tard. Mais ce que nous voyons, c'est Stephen Burham, qui est le chef-op de Body Double. Donc, et son équipe aussi. Donc, ils sont en train de tourner Body Double et non pas Body Talk, qui est le film pornographique à l'intérieur. C'est à ce moment-là, du coup, que toute cette micro-narration, le monde de Scully, de Holly, qui est l'actrice donc, qui danse comme Gloria dans la maison, que vous voyez ici, c'est Melanie Griffith, et Sam aussi, qui met en scène la poursuite de Gloria par l'Indien à Rodeo Collection et aussi dans une autre scène sur une plage. Toutes les diverses scènes pornographiques que Scully regarde à sa télévision, le porno du coup Body Talk qui est marqué par la chanson de Relax que vous venez d'écouter, et notre réalité qui est habitée du coup par Stephen Burham, le chef-op, tout ça entre en collision et ça devient complètement inséparable. Voilà, donc c'est moi qui... So to structurally analyze the scene, we could basically say that it's constructed like a Möbius band, right? It's like a Möbius ribbon. We are like on the outside watching someone who's watching a movie, but then in that third movie, we see a reflection that brings us back out to us. So it goes basically full circle. And this is this logic that we can see here is also going on in the scene of the Rodeo Collection, which basically mimics this in an architectural sense. So, because in the Vertigo scene we have this border between the two worlds, and on the Body Double, these layers are all basically eradicated, and the same is happening in the mall, where there's no clear distinction between inside and outside, but by basically celebrating its independence from the outside, it then erects fictional layers of insides and outside and inside and outsides. And in these insides, it is like a total interior in which there's only layers of fiction that don't mean anything anymore, basically. Donc, cette scène, finalement, n'est pas
elle n'est pas si différente que la scène de Atrium de Rodeo Collection que nous avons vue tout à l'heure, parce que c'est à peu près la même logique. C'est un espace qui a surmonté les hiérarchies inhérentes que nous avons observées dans l'architecture commerciale traditionnelle de Rodeo Drive et de Vertigo, dans les deux scènes. C'était comment l'architecture aussi définit tout ça. Il s'agit d'un intérieur total, donc en faisant en masquant en fait la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, on a une pluralité d'extérieur et d'intérieur qui se superposent et se chevauchent. Voilà, donc ça devient un peu évident que aussi dans Vertigo, on voit qu'il y a toute cette multitude de cadrages et de réflexions. Il n'y a aucun personnage qui peut s'y absentir, en fait. Ils sont tous emprisonnés dans ça. Et Scully, elle est encadrée, comme vous voyez, par la vitrine. Il se rend compte lui-même, lorsque son voyeurisme est remarqué par la vendeuse dans la photo. Cela devient encore plus clair lorsque l'Indien qu'il essaye de localiser le regarde depuis l'entrée du magasin. Donc il encadre dans un cadre comme l'image miroir de Borum, du chef-op dans Body Talk. Et même Sam, qui est le personnage, du coup, le mari de Gloria, qui a mis en scène cette scène, contrairement à Gavin, qui est le mari de Judy dans Vertigo, il met un masque et il est inspiré par son propre récit. Donc, au lieu d'être limité à une situation particulière, comme on fait dans Vertigo, les indices métafictionnels sont disséminés dans tous les centres commerciaux, dans tous les malls, et dans toutes ces surfaces réfléchissantes, et dans toutes les réflexions aux vitrines et les intérieurs perméables, chacun devient un peu le fantasme et les cauchemars de tous les autres. So it's basically this, especially in this last picture, we see that here we see the shoulder from Scully, from whose perspective we are seeing that, and then in the middle there's one layer of fiction, and here there's basically the director, Sam, who is staging this, but then the director himself wears a mask, so he becomes a character in his own narration. So there we have the same full circle that we've seen the scene before in Vertigo. Oui, il y a ces trois couches fictionnelles qu'on voyait. On voit l'épaule de Scully à droite de la photo, et puis on voit Gloria à l'intérieur, et puis il y a Sam qui est déguisé en tant qu'Indien, encadré par la vitrine. Donc lui-même, il est un peu emprisonné dans son récit, parce que c'est lui qui met en scène, mais il fait partie de cette troisième couche de fiction. So, but because these layers or these borders we see basically have no internal functions anymore, they carry no direct meaning. So, and this was basically so the consequence of this was most prominently analyzed by Frederick Jameson in his influential work Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. And he described another building by John Portman, who we've visited before in Atlanta, the Westin Bonaventure Hotel, which you see here as a scene from True Lies from Cameron, where basically Arnold Schwarzenegger is following the terrorist on horseback, and the terrorist is on motorcycle. Donc, voilà, ce plan intérieur du centre commercial n'est plus le résultat des considérations fonctionnelles, et ces barrières internes n'ont pas de signification directe. La conséquence de cette situation est diagnostiquée par Frederick Jameson dans un essai très influent qui s'appelle Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, à propos d'un autre bâtiment de John Portman, le Westin Bonaventure Hotel, que vous voyez ici dans la photo, qui était construit en 1976, et qu'on voit aussi, c'est dans le centre de Los Angeles, et on le voit dans le film True Lies de James Cameron, où il y a Arnold Schwarzenegger qui court après, l'autre personnage qui a un moto. Et donc il avait une citation, je pense, que nous avons mis dans cette photo que je vais vous lire, de Frederick Jameson. Cette dernière mutation de l'espace, le hyperspace, l'hyperespace postmoderne, a finalement réussi à transcender les capacités du corps humain individuel à se localiser, à organiser son environnement immédiat de manière perceptive et à cartographier de manière cognitive sa position dans un mode extérieur cartographiable.
Right, and so for the neo-Marxist perspective from Jameson, it is of course the subject's prime objective to gain consciousness of his position so for his class affiliation and for his materialistic position in history. And as we've seen in Vertigo, this kind of reflections are possible for Scotti because of the clear borders which are drawn. But in the Rodeo collection, there's no way of basically localizing yourself in relations to the space. And this is basically done because the interior of the atrium creates these identical walls to all sides. So basically they obscure the view outside of the interior. And the only thing that orientates you in space is basically the shops that you see there, the brand names. And then what we've also discussed, the ground floor of the building is lowered, so it basically becomes independent from its surrounding. And then for the time of the shoot, De Palma covered the atrium up with a silk cloth. Because if you have ever tried to take a photo from a building, there are of course always shadows from the sun. And if you make a movie in a place like this, where there's a lot of places that draw shadows, you basically, it changes the entire time. And so they covered it up and created basically a light box that you would also use for product photography, where there is no shadow. And of course, as we know from Plato, in a place where there is no shadow, we cannot differentiate the original from the simulation, which leaves us basically with only simulations. Donc, comme il a dit Sébastien, dans la perspective néo-marxiste de Jameson, l'objectif premier du sujet, c'est de prendre conscience de ses appartenances de classe et de sa position dans le temps, dans sa position historique. La position de Scotti dans Vertigo, elle est intelligible en ce sens, tant par rapport aux couches de l'affection que par rapport à son niveau social, comme on a dit tout à l'heure. Dans l'atrium de la Rodeo Collection, l'idée de connaître sa position dans son environnement est rendue impossible. En fait, parce que la cour érige ses murs identiques sur les quatre côtés, et ça le rend complètement impossible et insignifiant de se situer dans l'environnement. Et ça, c'est pareil pour le niveau du sol, en fait, comme on a vu, qu'il y a un creux, comme ça. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans le temps du tournage, De Palma, il a décidé de recouvrir la cour avec un immense écran de soie pour éliminer complètement les ombres qui changeraient, en fait, au cours de la journée à cause du soleil, et la lumière du jour qui change. Et le bâtiment est comme ça est devenu une sorte de boîte à lumière, une énorme boîte à lumière qui n'a plus de rapport avec le temps. Mais dans un espace où les objets ne projettent pas d'ombre, comme on sait, la distinction entre l'original et la simulation, et comme le disait aussi Plato, comme l'a dit Sébastien, elle ne peut pas être faite, tout devient une simulation. Et donc dans cet espace, chacun est soumis au regard de tout le monde. Donc on voit que Scotti lui-même se fracture aux yeux de ses spectateurs. Il devient un peu invariable dans les récits fluctuants qui n'a plus d'auteur original. Alors que Scotti, dans Vertigo, reste détective, Scotti mime un peu un introverti, un collégien, un peu geek, pour se rapprocher de Holly, qui est la femme, l'actrice porno qui fait semblant d'être Gloria. Et il finit par se transformer en producteur porno en devenant lui-même le riche playboy. Donc c'est l'habitant stéréotypé d'une maison phallique à lit tournant. Je ne sais pas, pour ceux qui ont vu le film, vous n'avez pas oublié que dans l'appartement de Chemosphere, il y a un lit tournant. Et ça, il en va de même pour le film lui-même qui devient un clip musical pour Relax. Donc dans Body Double, presque tout est un déguisement, tout est fashion, tout est mode. Right, and what is even more interesting is how this basically relates to race and gender, because normally when looking at a postmodern narrative like a Body Double, we would assume that these cliches and the stereotypes are being deconstructed. But here in this narrative, we see a hyper-feminized woman and the stereotypical or racist depiction of an Indian, basically. So the exact opposite happens of what you would actually or assume would happen in a postmodern film. However, as we've learned,
the reflections we see in the middle of the atrium basically are only are only the reflection of everyone else's gaze. So the product so in the postmodern panopticon, everyone merely is the product of everyone else's gaze. So even though there are real people moving through the space, they leave what we see as their reflection, and their reflection is always just a mirror image of the stereotypical ideas created by these panopticon, according as which leads us back to Foucault, basically. Donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est la façon donc, que l'atrium affecte le genre et la race. Comme vous avez vu, on voit une femme qui est hyper féminisée et on voit aussi un homme qui est hyper racisé, donc un Indien bien... Enfin, c'est quand même on n'attend pas de voir dans un film postmoderne une image d'un Indien comme ça, comme on le voit dans le film. Parce que quand on réfléchit à ces catégories dans un contexte postmoderne, les stéréotypes a priori sont déconstruits, comme on le voit aussi dans le texte de Judith Butler. Cependant, l'atrium des Body Double semble un peu amplifier le sexisme et le racisme. Et ça résulte du fait que dans le panopticon postmoderne, comme il a dit Sébastien, de Rodeo Collection, chacun n'est que le produit du regard des autres. Les images qui apparaissent sur les réflexions des vitrines, les surfaces réfléchissantes, qui sont en vente dans les boutiques, ne sont que des empreintes superficielles d'individus inaccessibles dans le confinement du mall, du centre commercial. Donc cela suggère que la complexité des espaces postmodernes diagnostiqués par James oblige le sujet à rencontrer l'autre avec une imagination réductrice, décomposant les propriétés individuelles à stéréotypes. Voilà, donc pour le montrer, vous avez vu que Gloria apparaît presque comme une femme drag. C'est une femme travestie qui joue une femme, en fait. Et elle est faite à tel point qu'elle devient presque une caricature de la féminité. Pour cela, elle n'est pas juste soumise à la violence masculine, mais au contraire, le langage symbolique du sexisme constitue son personnage à tout égard. Et à l'exception, je pense, juste d'un moment dans le film, Gloria, elle n'a jamais aucun contact visuel avec ses harceleurs. Et ces lunettes ne font que cacher ses yeux spectateurs. Elle semble effacer complètement sa capacité à voir. Donc, comme ça, elle est soumise au regard des hommes, au male gaze, sans être capable de leur rendre l'appareil. Voilà. En plus, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, la voix de Gloria, elle est enterrée par le doublage de Deborah Shelton. C'est une actrice qui la représente avec un timbre beaucoup plus doux qu'Ellen Shaver. Donc, ça ajoute encore une dimension surréaliste à son discours. Et ça, on le voit, il y a dans certaines scènes, par exemple, quand elle ordonne au valet d'aller chercher sa voiture, par exemple, la voix de Gloria semble provenir de l'intérieur, ce qui suggère qu'elle n'est pas hors de contrôle. Et cela préfigure la nuit de son meurtre, lorsqu'il est impossible pour Gloria de s'expliquer au téléphone avec la police après avoir été étranglée. Donc, il y a l'Indien qui essaye de la tuer, de l'étrangler, il n'arrive pas, et elle échappe, elle appelle la police, mais elle ne peut pas parler. Ainsi, sa mort ne représente pas seulement un accès de violence masculine contre une femme, au contraire, son symbolisme grotesque. L'Indien qui abaisse une perceuse électrique entre les cuisses semble signifier la violence phallique en tant qu'elle. Et comme vous voyez dans la photo ici, je pense qu'il n'a pas beaucoup de doutes de la violence phallique. Voilà, donc on peut dire la même chose aussi de la représentation de l'Indien, qui remonte à la représentation des Américains indigènes dans le western classique. Cependant, la représentation stéréotypée de l'Indien dans Body Double est également exposée comme une construction superficielle, parce que finalement, on se rend compte que l'Indien, ce n'est pas un Indien, mais c'est Sam, c'est un homme blanc qui a voulu mettre en scène toute cette intrigue pour tuer sa femme. Okay. So at this point, we have gotten us very far into fictions, and the question is how do we return to reality? And we have only found a very, very small exit to return to reality, and it comes in the form of the Prada Epicenter in Rodeo Drive built by OMA, which is the architectural firm or the architectural office from Rem Koolhaas, who we have heard from before. So it's the Office of Metropolitan Architecture. And he built this Prada store on Rodeo Drive, which basically returns
to the original shopping farm. So we are outside of a mall. This building opens its doors directly to the street. However, you cannot really talk about doors because there are no doors, there are no shop windows. There isn't even a Prada sign here signifying that there is a store in there. And all of this combined almost gives us the idea that this building is part of the public realm. Nous nous sommes tellement enfoncés profondément dans le monde des fictions, du mall, du centre commercial, qu'on ne savait pas exactement comment sortir. Donc, comment revenir à la réalité? Nous avons trouvé cet exemple de Prada Epicenter à Los Angeles, qui Rem Koolhaas a construit en 2004 avec son cabinet d'architecte OMA, Office of Metropolitan Architecture. Et du coup, ils ont terminé ces nouveaux magasins épicentriques pour Prada sur Rodeo Drive, donc sur la même rue. Le design reprend la forme traditionnelle d'un magasin qui ouvre ses portes sur la rue publique, comme vous voyez. Mais quand on s'approche au magasin, on voit qu'il n'y a aucune porte, il n'y a ni vitrine, il n'y a même pas un signe qui dit Prada. Il n'y a rien qui marque en fait la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Donc cela pourrait suggérer peut-être que l'intérieur du bâtiment pourrait faire partie du domaine public. Donc les architectes ont déclaré ce qui je vais vous lire en fait à propos de leur conception. La façade sur Rodeo Drive est littéralement inexistante. Les vitrines et les vitres classiques, toute la largeur du magasin s'ouvre sur la rue et fusionne espace public et espace commercial. La séparation climatique est réalisée par un système de rideaux d'air, des antennes de sécurité invisibles garantissent le contrôle du magasin. La nuit, un panneau d'aluminium s'élève du sol et scelle le bâtiment. Le troisième étage est dominé par l'espace scénario, un plan ouvert qui est utilisé pour modifier les dispositions d'exposition, comme une idée étendue d'une vitrine, offrant des moyens de présenter les vêtements au-delà de la présence des rails et d'étagères. En outre, Koolhaas a essayé d'insuffler un peu plus de réalité dans le magasin. Par exemple, il a décoré un mur dans l'espace scénario, que je viens de mentionner, avec une série de statistiques très vagues sur le bien-être, sur l'état du monde, la consommation de fruits, des fruits frais, les ventes des crèmes SUV, le nombre de femmes américaines au régime, des choses comme ça, la population et l'ethnicité, tout est affiché avec une manque très alertante de précision. Voilà. Donc, lors de l'inauguration, Koolhaas a commenté ses interventions et d'autres interventions qu'il a faites en disant « Nous donnons aux gens la liberté de ne pas faire du shopping. En somme, toutes ces informations associatives sont une tentative, peut-être impuissante, de déclencher l'imagination des consommateurs, de leur faire oublier les produits et de reconnecter les acheteurs fragmentés avec l'idée des sociétés, avec le réel. » Voilà, donc c'est ça pour de notre côté. Merci beaucoup pour votre patience. Thank you.